Cher Michel, Michel Joyeux, on va citer bien sûr aussi Éléonore Ney, parce que donc elle est à l'ANSES et s'occupe aussi de l'unité d'évaluation des risques liés à l'eau. Michel, donc ici présent, est enseignant donc à l'école pratique des hautes études en toxicologie. Donc, était, oui, oui, mais le cœur est toujours là. Était, je te mets à l'imparfait, mais tu es un homme du présent. Directeur de recherche et qualité aussi longtemps donc à Haute-Paris, donc un collègue, et puis donc expert aujourd'hui effectivement à l'ANSES, donc toujours expert eau, et donc préside le groupe d'évaluation donc sur aujourd'hui donc sur tous les risques en question. Donc Michel, bon, on t'écoute avec grand plaisir sur ces nouveaux mots qui sont arrivés pour vous, vous le saviez, mais enfin qui sont arrivés dans votre vocabulaire, à savoir métabolites de pesticides, youpi. Merci Denis. Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Tout d'abord, vous me permettrez de remercier le comité d'organisation qui m'a invité à échanger avec vous sur cette première matinée. Alors, je vais reprendre les termes de Bernard ce matin, là, qui disait que la première matinée était parfois un peu rébarbatif. Je vais faire mon maximum pour ne pas faillir à la tradition. Donc. Alors, le sujet qui m'est donné facilite d'ailleurs les choses, puisqu'on va parler un peu de réglementation européenne. Donc le sujet qui m'a été proposé concerne l'évaluation de la pertinence des métabolites de pesticides. Donc je vais vous proposer de revenir, je pense que ça a été déjà fait ici, mais de revenir encore une fois sur la manière, la méthode de classification de la pertinence de ces pesticides, ces métabolites de pesticides qu'on utilise au niveau européen, de parler également celle qu'on utilise au niveau français, puisque l'ANSES a proposé une démarche en 2019, puis comme cette démarche a quelques années maintenant, de faire un petit bilan non exhaustif en prenant quelques exemples pour vous montrer que bien, si vous avez des problèmes pour traiter l'eau, nous aussi on a des problèmes de notre côté, du côté de l'expertise, pour expertiser tout ça, et que c'est pas forcément facile. Et je vais répondre à l'occasion à une des questions qui a été posée ce matin sur le chlorothalonil. Et puis on fera quelques perspectives, parce qu'il faut toujours faire des perspectives quand on est jeune. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Si on refait l'historique un peu des directives qui concernent l'eau et sur le problème particulier des pesticides, on voit que les pesticides sont une problématique constante de toutes ces directives. À partir de la première directive de 75, qui s'intéressait d'ailleurs qu'à l'eau de surface utilisée pour la consommation humaine, jusqu'à celle au moins de 98, on voit que en partant de quelques pesticides bien ciblés, bien identifiés, on est arrivé finalement à une liste qui regroupe quasiment tous les phytosanitaires, et on est même arrivé à réglementer donc les métabolites, les produits de dégradation et de réaction pertinents, enfin dits pertinents, au moins dans la directive. Alors, ce qui n'était pas une mauvaise idée d'ailleurs, parce que ça correspondait à des constatations de terrain simplement, puisque ces métabolites de pesticides, pertinents ou non pertinents d'ailleurs, dépassaient des fois, à certaines périodes, ou même parfois tout le temps, les valeurs qu'on retrouvait pour les substances actives mères. Donc, ce n'était pas tout à fait idiot de l'introduire dans une directive. Alors, le problème, alors, il y a une autre directive européenne qui parle également de pertinence, c'est la directive, une des directives filles de la directive cadre sur l'eau, la directive de 2000. Alors, la directive filles qui date de 2006 reprend exactement les mêmes termes de pesticides pertinents. Elle reprend d'ailleurs exactement les mêmes valeurs, puisque l'objet est le même. Les mêmes valeurs paramétriques, de 0,1 microgramme par litre par substance individualisée, qui, je vous le rappelle, mais je pense que tout le monde dans cette salle le sait, ne correspondent pas à une démarche toxicologique. C'est pas sur des problèmes de santé que cette valeur a été fixée, contrairement à d'autres paramètres réglementaires. Et donc, à la fois la directive, enfin, toutes les directives sur l'eau, la directive sur l'eau, l'eau de consommation et la directive sur les eaux souterraines, utilisent donc ce terme de métabolite pertinent, mais les législateurs ont fait que la moitié du chemin, malheureusement, parce qu'ils ont oublié de donner la définition de la pertinence, et ils ont oublié de rapporter vers un document qui permette de connaître ou d'établir les critères qui permettaient de classer cette pertinence. Alors la dernière directive, la directive de 2022, elle a fait un petit pas, puisqu'on a une définition des métabolites pertinents, mais on n'a toujours pas le moyen, au niveau européen, de classer ces métabolites en pertinents ou en non pertinents.
Alors il faut aller chercher un peu plus loin, parce qu'il existe une autre directive européenne, que vous connaissez probablement moins dans le domaine de l'eau, qui est la directive, enfin, qui était la directive 91-414, qui concernait la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Alors, c'est une directive qui définit pour l'ensemble des États membres toutes les conditions d'approbation des substances actives et de mise sur le marché des produits phytosanitaires. C'est une directive qui est extrêmement complexe, vous imaginez bien, parce qu'il y a beaucoup d'exigences à respecter, qui s'appuie sur beaucoup de documents guides annexes. C'est vraiment très très complexe. Et cette directive, dans son article 5, dit une substance active ne peut être inscrite à l'annexe 1, c'est-à-dire autorisée, que si les résidus des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active n'ont pas d'effet nocif sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines. Donc voilà. On n'était pas beaucoup plus avancé, mais cette directive va générer un document guide, qui est le document guide sans cours 221-2000, qui précise un peu les choses, et notamment le principe directeur de cette évaluation doit considérer deux choses. D'une part, l'activité biologique cible de la substance mère, c'est-à-dire que si le métabolite a la même activité biologique cible, c'est-à-dire la même activité pesticide que la substance mère, eh bien, à ce moment-là, le métabolite est pertinent et il devra respecter les 0,1 microgrammes par litre, ça coule de sens. Et puis, la deuxième indication, c'est il est pertinent s'il possède certaines propriétés toxicologiques considérées comme graves. Et on a quelques indications sur le mot grave, c'est-à-dire des conséquences, des éléments de génotoxicité, de toxicité pour la reproduction ou de cancérogénèse. Voilà. Mais il faut bien savoir que ces documents, en fait, établissent une pertinence, mais une pertinence qui reste définie dans le cadre d'une décision générale d'approbation d'une substance active. Donc ce ne sont pas des éléments de pertinence qui ont été spécifiquement établis pour l'eau destinée à la consommation humaine, mais plutôt pour avoir une plénitude du dossier pour que la Commission puisse autoriser ou non une substance active. Alors, l'absence de définition de la pertinence dans la directive de 98 va générer, bien sûr, une réglementation qui va être diversement appliquée dans les différents États membres au niveau des années 2000. Vous avez certains États membres, et notamment la France, qui vont avoir une position très rigoureuse et très vertueuse en considérant que tous les métabolites détectés dans les eaux destinées à la consommation humaine devaient être considérés par défaut comme des métabolites pertinents, et donc à chaque fois, la valeur de 0,1 microgramme par litre devait s'appliquer. Puis vous avez d'autres pays, d'autres États membres, qui sont cités ici, qui ont d'emblée fait une distinction entre des métabolites pertinents et puis des métabolites non pertinents, puisque les pertinents existaient, donc il devait exister quelque part des métabolites non pertinents. Il n'y avait aucune définition, bien sûr, de tout ça. Mais ça permettait d'avoir une réglementation un peu plus souple sur ces métabolites non pertinents. Alors là aussi, il y a des grandes hétérogénéités, puisque certains de ces États membres, l'Autriche, les Pays-Bas, certains Länder d'Allemagne, s'appuyaient sur les conclusions de l'EFSA sur la substance active, c'est-à-dire s'appuyer sur les conclusions de ce fameux document Guide Sonko 221. D'autres États membres, alors, par exemple d'autres Länder allemands, au niveau allemand au départ c'était pas très homogène, où le Royaume-Uni avait développé leur propre méthode alternative. Et au niveau des valeurs, c'était pareil, il y avait une grande hétérogénéité, puisque certains États membres appliquaient pour les métabolites non pertinents une valeur haute de 10 microgrammes par litre, issue toujours du guide Sonko, alors que d'autres États membres utilisaient des valeurs guides propres, par exemple l'Allemagne, ou d'autres encore n'en utilisaient pas du tout, comme les Royaumes-Unis. Donc il y avait une grande hétérogénéité d'approche. L'approche la plus simple était probablement celle du Royaume-Uni, qui disait que était considéré comme pertinent un métabolite qui conservait l'activité pesticide de la substance active. Et tous les autres métabolites n'avaient pas de valeur de gestion. L'Allemagne, alors en Allemagne c'était un peu plus compliqué, parce qu'au départ il y avait deux attitudes différentes, et puis à partir de 2006,
l'UBA, c'est-à-dire l'Agence de protection de l'environnement allemande, a décidé que finalement tous ces métabolites devaient répondre à une réglementation qui existait déjà au niveau allemand et qui concernait les contaminants pertinents de l'eau. Donc un métabolite non pertinent pouvait devenir un contaminant pertinent de l'eau. Et c'était une réglementation qui reposait sur cinq valeurs: 0,01 microgramme par litre, 0,1 microgramme, 0,3 microgramme, 1 et 3 microgrammes par litre. Et pour les pesticides pertinents, il était décidé que les valeurs de 1 et de 3 microgrammes étaient utilisables. Et on verra pourquoi. Donc cette situation a bien sûr évolué parce qu'on a fait beaucoup d'analyses, les analyses se sont multipliées, et donc les situations de non-conformité se sont multipliées, surtout dans les pays qui avaient une position très très rigoureuse, comme la France. Et finalement, l'ANSES a été saisi par la DGS en décembre 2015, avec un certain nombre de questions, et notamment des questions de savoir si la procédure, cette fameuse procédure d'évaluation de la pertinence et le seuil de 10 microgrammes par litre qui apparaissait dans ce guide Sanco pouvait être appliqué sans restriction aux EDCH, et si ce guide ne s'appliquait pas, eh bien quels critères on pouvait retenir pour évaluer la pertinence des métabolites de pesticides. Alors, je suis obligé donc de vous décrire le guide Sanco, malheureusement. C'est là où ça va devenir un peu rébarbatif. C'est une procédure en fait qui est constituée de 5 étapes. Alors la première étape, c'est une étape relativement simple. C'est une étape d'exclusion de ce qu'on appelle les métabolites non préoccupants. Alors un métabolite non préoccupant, ça peut être une chaîne chimique, enfin une chaîne aliphatique très simple, qui ne pose pas de problème aux toxicos, parce qu'il n'y a pas de structure d'alerte. Ça peut être par exemple le CO2. Souvent le métabolisme se termine par le CO2, donc il n'y a pas trop de soucis toxicologiques. Ou alors une substance sans risque toxicologique, mais qui peut déjà être présente dans la nature à des concentrations très élevées, par exemple des sulfates. Le métabolisme peut donner du sulfate, et donc là aussi il n'y a pas de problème particulier. L'étape 2 est une étape un peu plus intéressante. C'est une étape de quantification de la concentration prévisible dans les eaux souterraines. Alors comment fait-on cela? On utilise des modèles, différents modèles. Il ne faudra pas m'interroger sur les modèles, hein. Mais on utilise différentes modélisations qui sont basées bien sûr sur les propriétés physico-chimiques de la molécule, mais aussi sur des scénarios de conditions météorologiques, de type de sol, d'applications agricoles. Voilà, on trouve différents scénarios agro-pédoclimatologiques. Il y en a 9 au total, et ces 9 scénarios sont censés représenter l'ensemble les pires cas au niveau européen. D'accord? Il faut savoir qu'au niveau européen, en fait, on définit 3 zones de pesticides, et donc il y a des scénarios différents. Et on utilise 9 scénarios donc, qui sont censés représenter tout ça. Ou alors, si vraiment on ne peut pas le faire, parce qu'on n'a pas les éléments, on peut s'appuyer sur des conditions expérimentales, des mesures en lysimétrie par exemple. Et alors, dans la mesure... pardon. Je vais essayer de trouver le... Voilà. Si cette concentration prévisible dans les eaux souterraines est supérieure à 1 microgramme par litre, à ce moment-là, 0,1 microgramme par litre, pardon, à ce moment-là, eh bien, il va falloir déterminer la pertinence ou la non-pertinence du métabolite. Si le métabolite est inférieur à 0,1, il n'y a pas de problème, puisque de toute façon, il va respecter d'emblée la réglementation sur l'eau. D'accord? Et donc la troisième méthode, c'est c'est l'étape centrale de l'identification, qui est l'identification donc des métabolites pertinents ou non pertinents. Alors là encore, on différencie différentes phases. La phase 1, c'est bien sûr la phase que j'ai évoquée tout au début, c'est-à-dire l'évaluation de l'activité biologique cible. Si le métabolite présente une activité pesticide supérieure à 50, égale ou supérieure à 50% de celle de la substance active, à ce moment-là, il est classé comme pertinent au titre de la DG Sanco. La phase 2, c'est une phase d'évaluation de l'activité génotoxique qui est réalisée au minimum sur 3 types d'essais génotoxiques. Il y a plusieurs familles d'essais qui peuvent être utilisés en fonction des caractéristiques des génotox. On ne va pas rentrer dans le détail, mais au minimum, il y a 3 essais.
Là encore, si le métabolite est génotoxique, le métabolite est considéré comme pertinent. Alors c'est une étape qui est extrêmement importante en termes de toxicologie, parce que les substances génotoxiques sont celles qui agissent directement sur l'ADN, et elles subissent un traitement particulier en termes de construction, si vous voulez, de valeurs guides sanitaires, qui est plus sévère que pour les méthodes non génotoxiques qui sont considérées comme ayant un seuil de dose. Donc, c'est une étape donc, qui est particulièrement importante. Troisième étape, c'est la poursuite de l'investigation de l'activité toxique. Et là, on s'intéresse surtout à la classification de la substance active. Parce que dans les dossiers, et c'est une des difficultés, dans les dossiers d'accréditation, enfin d'appropriation de substances mères, on a à notre disposition généralement que des essais de génotoxicité et des essais de toxicité à 28 jours et à 90 jours. Donc il n'y a pas d'essai de cancérogénicité ou pas d'essai de toxicité sur la reproduction. Par contre, la substance active, elle, a eu ses essais. Et donc c'est en fonction des résultats qu'on obtient sur la substance active qu'on va classer les métabolites pertinents. D'accord ? Donc si le métabolite est classé toxique ou très toxique dans les essais de toxicité aiguë, ou si le métabolite si la substance active est classée cancérigène A1 ou AB ou toxique ou très toxique, à ce moment-là, le métabolite est pertinent d'emblée. Si la substance active est classée comme toxique pour la reproduction ou la substance active est classée comme cancérigène de catégorie 2, à ce moment-là, le métabolite est classé comme pertinent, sauf s'il a été démontré que le métabolite ne partage pas l'effet de la substance active. D'accord ? Donc c'est en fonction de la classification de la substance active que le métabolite est classé. C'est un peu compliqué. Puis ensuite, il y a deux étapes ultérieures qui ne concernent que, encore une fois, les métabolites non pertinents pour assurer la plénitude du dossier, encore une fois, d'autorisation. Et ces deux étapes s'assurent que la contamination des eaux souterraines par ces métabolites non pertinents n'entraîne pas de risque inacceptable pour la santé du consommateur qui consomme 2 litres d'eau par jour. D'accord ? Donc on revient sur la concentration qu'on a calculée à l'étape 2. Hein, si cette concentration elle est comprise entre 0,1 microgramme par litre et 0,75 microgrammes par litre, et je vous ai expliqué pourquoi cette valeur, et s'il n'y a pas d'autres expositions, si la seule exposition est une exposition par voie hydrique, eh bien à ce moment-là, le risque est considéré comme acceptable. Si on considère qu'il y a une autre exposition, notamment alimentaire, ce qui est quand même souvent le cas avec les pesticides, eh bien, l'EFSA demande une évaluation affinée du risque dans le dossier. Et de la même façon, lorsque la concentration prédictive dans les eaux souterraines est supérieure à 75 microgrammes par litre et inférieure à 10 microgrammes par litre, c'est une évaluation affinée du risque qui est demandée. D'accord ? Si on est dans ce cas de figure, d'ailleurs, il y a une chose supplémentaire qui est demandée aux notifiants, c'est de synthétiser les métabolites qui sont concernés par ce cas de figure, d'accord, pour pouvoir éventuellement en avoir pour des essais toxicologiques ultérieurs. D'accord ? Donc ça, c'est une approche simplifiée dite par le seuil de préoccupation toxicologique. Et j'y reviendrai d'ici 3 diapos pour vous expliquer ce que c'est. Et puis ensuite, l'étape 5, la dernière étape donc, du dossier, éventuellement, c'est une évaluation affinée de l'exposition du consommateur, donc qui va sommer à la fois l'exposition apportée par l'eau hein, et l'exposition apportée par l'alimentation. On va calculer ce qu'on appelle l'apport journalier maximal théorique, c'est-à-dire qu'on va utiliser une limite maximale de résidus fixée par une denrée, une carotte, un chou, etc., etc., et puis qu'on va multiplier par la quantité consommée de carottes, de choux, etc., etc. Et donc on fait la somme de tout ça et on compare la valeur obtenue à la dose journalière admissible pour le métabolisme ou pour la substance active si on n'arrive pas à la calculer pour le métabolisme. D'accord ? Donc vous voyez, c'est un cheminement assez complexe dont l'étape importante est quand même l'étape numéro 3.
Alors, si on revient maintenant aux positions nationales, aux positions françaises, pour établir cette démarche de pertinence, elle reposait sur un certain nombre de principes généraux. Alors, la première remarque qu'on avait faite, c'était que la notion de pertinence devait être définie en fonction de l'objectif qu'on cherchait. Parce que dire un métabolite est pertinent, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. Ça peut être pertinent dans le cadre d'une procédure d'autorisation, ça peut être pertinent pour protéger les hommes, enfin, le consommateur, ça peut être pertinent pour protéger une ressource, pour protéger éventuellement dans les eaux de surface des organismes aquatiques. Ces différents cas de pertinence ne se soldent pas forcément par la même valeur chiffrée, par la même valeur paramétrique. Donc, il fallait absolument qualifier cette pertinence, et donc l'ANSES avait proposé d'utiliser la notion de pertinence pour les EDCH, puisque l'objectif recherché, c'était bien l'objectif de protéger le consommateur qui buvait l'eau du robinet. Et puis il y avait un certain nombre d'autres exigences. C'est que la démarche devait être précédée de l'examen de l'activité pesticide, bien sûr, parce que c'était simplement un souci de cohérence réglementaire. Si un métabolite a une activité pesticide, il doit être considéré comme un pesticide avant d'être considéré comme un métabolite. Ça paraît assez logique. Puis il y avait d'autres choses qui étaient aussi assez logiques, c'est que on devait pouvoir avoir une démarche qui pouvait s'appliquer à tous les métabolites, y compris ceux pour lesquels on avait peu de données, voire pas de données du tout. On s'attendait que dans un certain nombre de cas, surtout sur les métabolites interdits dont la substance active était interdite depuis quelques années, on n'allait pas avoir beaucoup de renseignements toxicologiques. Et puis ensuite, des choses assez banales pour les travaux de l'ANSES. L'examen devait prendre en compte plusieurs critères toxicologiques pertinents de l'homme, ça c'est tout à fait classique, qu'il devait s'appuyer sur l'état de l'art des données disponibles sur les métabolites, c'est-à-dire non seulement sur les dossiers d'enregistrement réglementaire de la substance active, mais aussi sur les données bibliographiques. Et là, c'est un réel problème parce qu'en fait, on se rend compte que la littérature scientifique est extrêmement pauvre, voire on n'y retrouve rien du tout, sur la toxicité des métabolites. Et que donc la seule source d'information, c'est en fait le dossier. Et dans ce dossier, les seules études disponibles sont les études réalisées par le notifiant. Donc ça, c'est quand même une des difficultés qu'on a. Et puis ensuite, bien sûr, comme toutes les autres approches de l'ANSES, l'expertise devait être collective, ça c'est une base de l'ANSES, et devait être spécifique aussi dans la mesure où on ne devait pas simplement servir de chambre d'enregistrement d'une décision qui a été prise au niveau européen lors de la notification de la substance active. Donc actuellement, tous les dossiers qui concernent des métabolites de pesticides sont dans un premier temps étudiés par généralement 2 ou 3 rapporteurs de coloration toxicologique importante en général, puis sont discutés en premier lieu dans un groupe de travail qui est un groupe de travail pérenne qui est rattaché au comité d'experts spécialisés eau à l'ANSES, qui est un groupe de travail qui s'occupe de l'évaluation des risques chimiques liés aux EDCH, où il y a également d'autres toxicologues. Et donc ce groupe de travail aide les premiers rapporteurs à rédiger un projet d'avis qui est ensuite validé au niveau du CES et qui est publié. Ça, c'est extrêmement important, puisque dans beaucoup d'autres pays, il n'y a pas de publication, donc on ne sait pas très bien comment sont prises les décisions. Là, tout est absolument transparent, puisqu'on a les éléments de réflexion de ces différentes entités. Alors, la démarche proposée par l'ANSES, vous allez retrouver beaucoup de choses de la démarche proposée par le document Sanco au niveau européen, tout simplement parce que ça correspond à une démarche assez logique, assez habituelle d'un toxicologue devant une substance chimique. Donc on retrouve bien sûr la recherche de l'activité pesticide, ça pour répondre à la réglementation. On retrouve cette étape extrêmement importante d'étude de la génotoxicité. Là encore, tous les génotoxiques, toutes les substances génotoxiques vont être considérées comme des substances, comme des métabolites pertinents. Alors, c'est une méthode qui nous prend beaucoup de temps, et qui génère beaucoup de discussions au niveau du groupe de travail, je vais dire, parce qu'on est souvent heurté à des difficultés
de qualité des études toxicologiques qui ont été réalisées. Soit ce sont des études très anciennes, elles ne correspondent plus aux standards de l'époque quand on les analyse, soit elles sont assez fragmentaires. Donc c'est vraiment une étape très très importante. Et la version 11, la dernière version du document Sanco, a bien compris qu'il y avait des petits soucis au niveau des tests de génotox, parce que cette dernière version insiste beaucoup sur la nécessité d'être très rigoureux sur ces tests, et donc ça va nous aider un peu pour les prochains dossiers. Vous voyez que ces deux premières étapes, lorsqu'il manque des éléments ou lorsque les éléments sont considérés comme insuffisants, eh bien le métabolite est également considéré pertinent pour les EDCH. Voilà. C'était pour nous aider justement à éviter des problèmes avec des molécules qui n'étaient pas renseignées. Alors les étapes suivantes, on retrouve l'étape d'étude de la cancérogénicité, où les substances actives classées en 1, c'est-à-dire 1A, substance cancérigène avérée, ou 1B, substance cancérigène présumée, entraînent un classement en pesticides. On retrouve également l'étude de la toxicité de la reproduction, où les substances classées en 1A entraînent un classement en pertinent pour les métabolites, là, de la même façon. Hein. Alors, il y a une petite différence avec Sanco, c'est-à-dire qu'au niveau de la cancéro et de la reprotox, on n'a pas considéré les catégories 2, parce que c'est les catégories sur lesquelles il y a beaucoup plus de discussions, parce qu'il y a beaucoup moins de données, si vous voulez. Et on voulait quelque chose de très efficace, une démarche qui était très rapide, finalement, pour qu'elle puisse être utilisée assez facilement. Je vous rappelle que dans la règle, sont autorisés actuellement à peu près 380 ou 400 pesticides, entre 380 et 400 substances mères, hein, ce qui donne beaucoup de produits de phytosanitaires. Donc, disons 400 substances mères actives, et donc si chaque substance mère donne entre 2 et 10 métabolites, le métallochlore, dont on va parler dans quelques minutes, donne 17 métabolites majeurs. Hein. Donc, vous voyez que ça fait beaucoup de métabolites éventuellement à traiter, et donc il fallait quelque chose de relativement rapide. Puis les deux dernières étapes sont un peu originales par rapport à Sanco. On évalue la perturbation endocrinienne. Alors, c'est original par rapport à Sanco, mais ça existe quand même dans l'étude de la substance mère. C'est pas au même endroit, si vous voulez. Hein. Alors, il y a encore relativement peu d'informations, mais ça va venir de manière plus importante dans la mesure où un document important sur la définition de la perturbation endocrinienne et donc sur les critères sur lesquels se baser pour en juger a été édité. C'est un document commun entre l'ECA et l'EFSA en 2018. Donc on peut s'attendre que les nouveaux dossiers de renouvellement soient mieux renseignés sur ce point-là. Et puis le dernier point, qui est également un point original, c'est celui de la transformation de la substance mère ou des métabolites dans la filière de traitement des EDCH, là aussi qui n'apparaît pas dans le document Sanco, puisque vous savez qu'un certain nombre de métabolites peuvent éventuellement donner des substances beaucoup plus toxiques après ozonation, après chloration. Alors ça n'apparaît pas dans le document Sanco, mais il y a un document récent au niveau de l'EFSA qui est paru et qui indique aux notifiants les tests qu'il faut faire pour essayer d'explorer ces mécanismes. C'est un document qui est paru en juillet 2023, donc un document très récent, et on peut penser que les dossiers s'amélioreront, parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose dans les dossiers sur ce point-là, et c'est principalement une approche bibliographique à partir des réactions des groupements fonctionnels qui sont portés par les métabolites, qui font qu'on peut donner des orientations éventuellement sur la toxicité. Donc si on a répondu non à tous ces items, eh bien le métabolite est donc pertinent pour les EDCH. Pardon. Alors jusqu'à présent on a parlé de démarche. Je voudrais maintenant prendre sur une diapo parler un peu de valeurs, parce qu'il y a beaucoup de valeurs aussi qui sont données, en particulier sur les métabolites non pertinents, puisqu'encore une fois les pertinents doivent respecter 0,1 microgramme par litre. Alors, les différentes démarches les différentes valeurs qui sont retrouvées reposent toutes plus ou moins sur le seuil de préoccupation toxicologique. Alors, c'est un concept qui est très important en toxicologie réglementaire, que je vais essayer de vous résumer en une diapo. J'espère qu'il n'y a pas trop de toxicologues dans la salle, qui m'excuseront si vraiment je suis très succinct.
Donc, en fait, c'est un concept, si vous voulez, qui initialement a été développé pour déterminer le niveau d'information toxicologique nécessaire en réglementation alimentaire. Et au départ, il ne s'appelait pas le seuil de préoccupation toxicologique, il s'appelait le seuil de régulation. C'est devenu un seuil de préoccupation toxicologique dans la sémantique, mais quelque part, ça reste toujours un seuil de régulation. Alors, c'est venu finalement sur une idée des réglementeurs américains de la FAO dans les fins des années 70, qui se disaient, bon, finalement, on met beaucoup de moyens humains et beaucoup de moyens financiers pour établir des dossiers toxicologiques pour des substances qui finalement n'exposent l'homme qu'à quelques microgrammes par jour, par exemple des additifs alimentaires. D'accord ? On met les mêmes moyens que pour des substances qui exposent l'homme à des grammes, à des dizaines de grammes, voire à des centaines de grammes. Donc, est-ce que tout ça, c'est bien logique? Alors, posé comme ça fait un peu froid parce que, dans le dos, parce que avec quelques microgrammes, on peut quand même tuer quelqu'un. Mais on peut reformuler la chose, si vous voulez. Et on peut la reformuler de la manière suivante, c'est-à-dire se poser la question si on ne peut pas établir, à partir d'une base de données de substances connues, c'est-à-dire en regroupant tout ce que l'on sait sur toutes les substances chimiques en termes de toxicité, si on ne peut pas établir une valeur d'exposition à laquelle, finalement, il n'y aurait aucun risque significatif pour l'homme. Et en dessous de cette valeur, on serait tranquille. Et donc, dans l'idée, on pourrait alléger le dossier toxicologique. Puis c'est devenu progressivement, dans l'idée, il n'y aurait plus de risque toxicologique. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Alors, oui, on peut le faire. On peut le faire. Alors, par exemple, si vous prenez les travaux d'Alan Rullis en 86, qui a beaucoup travaillé sur des grosses bases de données de cancérogénèse, hein, et que vous considérez ces résultats, et que vous considérez que vous prenez une molécule de toxicité inconnue, d'accord ? Une substance chimique dont vous ne connaissez rien au niveau toxicologique. Et si vous considérez que parmi toutes les substances chimiques, il y a entre 15 et 20% de substances qui sont cancérigènes. D'accord ? Et que si vous acceptez un risque de 5%, que l'excès de cancer entraîné par cette molécule dépasse un cancer pour 1 million d'habitants. D'accord ? Prenez le risque que dans 5% des cas, vous dépassez un excès de 1 cancer par habitant. Et à ce moment-là, eh bien, si cette molécule ne dépasse pas 1,5 microgramme par jour, vous pouvez dire que le risque est acceptable. D'accord ? Si l'exposition est de 1,5 microgramme par jour, vous pouvez considérer que le risque est acceptable. Alors, si vous avez des informations supplémentaires, par exemple, est-ce que la molécule est non génotoxique, donc a beaucoup moins de chances d'être cancérigène, vous pouvez avoir une autre approche et vous intéresser cette fois-ci à la dose journalière admissible. Vous regardez l'ensemble des résultats chez l'animal qui ne donnent aucun effet, l'ensemble des doses, la distribution des doses qui ne donne aucun effet, si vous voulez. Si vous mettez au niveau du percentile 5 de cette distribution, et si vous appliquez un facteur de sécurité de sang, ce qu'on fait habituellement sur les doses sans effet chez l'animal pour passer de l'animal à l'homme, considérant qu'entre l'animal et l'homme, il y a un facteur de sécurité de 10, et dans l'espèce humaine, pour protéger les plus faibles, il y a un facteur de 10 encore, donc on a un facteur de 100, et bien à ce moment-là, si vous considérez les molécules considérées comme les plus toxiques à l'époque de Monroe qui a établi ce travail, parce que on peut classer les molécules en fonction de leur toxicité dans différentes classes, ça s'appelle des classes de Kramer, d'accord ? Et donc la classe de Kramer 3, c'est les molécules les plus toxiques. Et à ce moment-là, si votre exposition ne dépasse pas 90 microgrammes par jour, eh bien vous allez respecter tout ça. Donc a priori, vous êtes dans une zone acceptable de risque, d'accord ? Avec un risque, encore une fois, de 5% de vous retrouver avec une molécule qui est plus toxique que celle-là. Et donc, au fur et à mesure, ces bases de données sont un peu améliorées, enfin grossies, et si on regarde des composés qui ont une alerte neurotoxique, ou des composés un peu plus toxiques, eh bien cette valeur descend à 18 microgrammes par jour. D'accord ? Donc si maintenant on passe
à l'exposition hydrique, en considérant 2 litres de consommation par jour. D'accord ? C'est ce qui nous intéresse. D'accord ? Là, vous voyez que la valeur de 1,5 microgramme par jour, divisé par 2, vous retrouvez le 0,75 microgramme par litre utilisé par Sanko. Hein ? Qui dit, en dessous de cette valeur, il n'y a pas de risque, a priori, pour un métabolite non pertinent. Hein ? On va même plus loin, parce que là, on peut dire que même si on ne connaît rien sur la toxicité de ce métabolite, eh bien, a priori, il n'y a pas de risque. D'accord ? Alors, au niveau de l'ANSES, pour les métabolites non pertinents, où on sait qu'il n'y a pas de génotoxicité, puisque sinon ils auraient été classés pertinents, d'accord ? On a pris la valeur la plus basse, la plus protectrice, en fait, de cette démarche, la valeur de 18 microgrammes par jour. Et si vous considérez une consommation de 2 litres d'eau par jour et un apport hydrique de 10%, parce que 90% est réservé de la dose journalière admissible est réservée à l'alimentation solide, d'accord ? Donc 10% qui est réservé à l'eau, eh bien vous arrivez à cette fameuse valeur de 0,9 microgrammes par litre qui a été proposée. D'accord ? Alors, il faut savoir que les Allemands, par exemple, alors ce 0,9 microgrammes par litre, il est très proche du 1 microgramme par litre de l'UBA, hein, et ils ont une autre valeur à 3 microgrammes par litre, alors qui est pas construite de la même façon, qui est construite sur des données bibliographiques, qui n'est pas construite sur des données toxicologiques, enfin pas en partie, mais... Et donc ils ont refait un peu le premier exercice en rajoutant des molécules reprotoxiques, et par miracle, ils tombent sur 60 microgrammes par jour, ce qui justifie leurs 3 microgrammes par litre de réglementation. Mais ces 60 microgrammes par jour sont reconnus que par les Allemands, en fait. Au niveau international, l'OMS, l'EFSA, l'IPA, la France ne reconnaît que 18 et 90 microgrammes par jour. D'accord ? Alors voilà pour les valeurs. Alors quelques exemples maintenant pour vous montrer que l'exercice n'est pas forcément facile et pour vous dire que si... oui, les avis sont parfois longs, c'est pas parce qu'on est particulièrement feignant ou si on sont évolutifs dans le temps, c'est pas parce qu'on est sous le lobby de l'industrie pharmaceutique, mais que c'est pas simplement compliqué. Alors si je prends l'exemple du métallochlore, par exemple, du métabolite CGA 354-743 du métallochlore, que vous connaissez plus sous le nom de métallochlore ESA, je pense. Vous avez un premier avis qui a été donné en 2019, qui était avis pertinent pour les ECDH. Pourquoi ? Bien, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'informations satisfaisantes au niveau de l'activité herbicide, qu'on n'a pas pu le vérifier, et on avait des forts doutes sur la génotoxicité avec des études très très anciennes. Alors par bonheur, il se trouvait que ce composé avait redemandé un renouvellement, enfin la substance active avait demandé, était en voie de renouvellement au niveau européen, et donc on a pu avoir de nouveaux renseignements, ce qui a motivé une deuxième saisine de la DGS. Et là, on a eu, encore une fois, des informations supplémentaires sur l'activité pesticide, donc ça peut être levé, mais les informations sur l'activité génotoxique n'étaient toujours pas satisfaisantes, je ne vais pas rentrer dans le détail, et donc la doute sur la génotoxicité n'était pas levée, et il y a eu un deuxième avis avec toujours maintien de la pertinence pour les EDCH. Là-dessus, Syngenta, le fabricant de ce produit, ou un des fabricants de ce produit, a envoyé à l'ANSES et à la DGS de nouveaux tests de mutagénèse, de génotoxicité, enfin de mutagénèse et de clastogénèse. Donc, nouvelle saisine de la DGS en 2021. On a demandé des éléments complémentaires parce que tout n'était pas encore tout à fait net. Une réponse du notifiant rapide, et puis finalement un nouvel avis de l'ANSES en 2022 qui a levé tous les doutes. Voilà. Donc, entre 2019 et 2022, il y a eu un retard considérable sur la décision finale, simplement parce que les qualités de départ étaient de mauvaise qualité. D'accord ? Les données de départ étaient de mauvaise qualité. Autre exemple, celui du métabolite R417-888 du chlorothalonil. Là, vous voyez que la situation n'est pas simple. Alors, juste pour vous dire, là, par exemple, ce métabolite, il est considéré il était considéré comme non génotoxique depuis 2004 par l'UBA. Ce qui est un peu bizarre parce que au niveau européen, l'État membre rapporteur,
qui a considéré que les données de génotoxicité étaient équivoques, c'était l'Allemagne. Donc même en Allemagne, il y a des fois des problèmes d'hétérogénéité de décision. Autre problème, autre métabolite, donc le R417 888 du chlorothalonil. Je vous donne les résultats de Genotox. Vous voyez que là aussi, le test d'EM, c'est un test de mutation sur bactéries, il n'y a pas de problème. Par contre, lorsqu'on fait un test de mutation génique sur cellules de mammifères, vous avez un test qui est bien, un test qui ressort positif après activation métabolite et un test qui est équivoque. Alors je ne rentre pas dans le détail, ça veut dire qu'on ne peut pas prendre de décision. Vous voyez que certains tests sont en gras et d'autres ne sont pas en gras. Les tests en gras, ce sont les tests qui, dans le dossier, s'appuient sur des données, c'est-à-dire on a accès aux données. Sur les tests qui ne sont pas en gras, on n'a que des résumés. Donc des fois, on est obligé, là encore, de prendre des décisions sur des choses qui sont un peu fragiles. Pareil, du côté des aberrations chromosomiques, c'est-à-dire de l'effet clastogène, vous avez deux tests qui sont positifs, d'accord, et deux tests in vitro qui sont positifs, hein, et le test in vivo qui doit permettre de lever tous les doutes, eh bien, est non conclusif sur un aspect, mais ça c'est pas trop grave, mais n'est pas conclusif sur les données d'exposition de la moelle épinière, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si en fait le produit est arrivé jusqu'à l'organe cible, et donc on ne peut pas juger de l'effet génotoxique. Donc là, il faut être un toxicologue très optimiste pour ne pas dire qu'il y a des doutes quand même sur la génotoxicité. Ben, malgré cela, c'est un produit qui est classé non génotoxique par l'UBA. Malheureusement, on ne peut pas savoir sur quels arguments nos collègues experts se fondent, puisqu'il n'y a pas d'avis public. Donc on ne sait pas pourquoi ils ont classé ça comme ça. Et donc on fait une recommandation d'un autre test qui, paraît-il, existe quelque part, mais ça on verra. Donc l'histoire n'est pas terminée. Dernier exemple, c'est celui du métabolite R471-811 du chlorothalonil. Pas de problème au niveau de l'activité pesticide, donc tout va bien. Pas de problème au niveau de la génotox, tout va bien. Pas de problème au niveau de la reprotox. Par contre, au niveau de la cancérogénèse, c'est un produit, enfin la substance mère a été classée cancérigène 1B par l'EFSA lors de la dernière tentative d'homologation. D'accord ? Donc s'il est classé 1B, nous on le classe comme pertinent, sauf si on a des éléments qui disent que le métabolite n'est pas cancérigène. D'accord ? À l'époque, on n'avait pas d'informations sur le métabolite, et donc avis de non-pertinence. Des éléments complémentaires ont été amenés, là encore, par Syngenta. Du coup, nouvelle saisine de la DGS, et à ce moment-là, cette saisine est de nature un peu différente, hein, puisque, alors je ne vais pas rentrer dans le détail des choses, à moins que vous vouliez. Là, il s'agit de réfléchir, non pas de dérouler un protocole bien standardisé, mais de réfléchir vraiment sur le métabolisme de la substance active, sur le mode d'action proposé pour la substance active en tant que cancérigène par l'industriel, voir si c'est plausible ou pas, de voir si ce mode d'action il est possible pour le métabolite, d'après les données animales, de voir s'il est pertinent pour l'homme. Donc ça nécessite un certain temps de réflexion, un certain temps de consolidation bibliographique, vous imaginez bien, et puis un certain temps aussi pour élaborer le compte-rendu, parce que, encore une fois, le jeu, c'est que l'avis est public. Hein, d'accord ? Et donc, alors, je peux vous le faire rapidement, puisque la question a été posée, hein, c'est une question donc, qui a été posée ce matin. Alors, normalement, la substance active, elle est prise en charge par le glutathion, qui est normalement une voie de détoxification. Hein. Mais dans certains cas, et sur certaines parties d'organes, cette voie de détoxification peut être un peu biaisée, et il peut se greffer une voie de bioactivation contraire, en particulier par l'action de ce qu'on appelle les bêta-liases. Et donc ces bêta-liases font apparaître des composés soufrés de chlorothalonil, et ces thiolates peuvent interférer au niveau de la cellule, au niveau de la mitochondrie de la cellule, interférer sur la respiration mitochondriale
en bloquant un transfert d'électrons sur le coenzyme Q, ce qui entraîne une diminution de la synthèse d'ATP, donc diminution de l'énergie, donc perte des principes des pompes actives, si vous voulez, sodium-potassium au niveau de la cellule, vacuolisation de la cellule, nécrose de la cellule, et puis par un mécanisme de compensation, il y a une régénération qui se fait, et chaque fois qu'il y a des régénérations qui se font, des hyperplasies comme ça, eh bien les risques de cancer sont multipliés. Donc c'est un mécanisme de cancérogénèse non génotoxique, mais qui peut être vérifié chez l'animal, et on retrouve bien les différents éléments dans les données histologiques chez l'animal. Donc le métabolique, lui, ne partage pas cette voie parce qu'il a déjà été métabolisé, parce qu'au niveau du carbone 1 et 3, les nitriles sont transformés en amides, et puis au niveau du carbone 4, on a une sulfonation. Donc ce métabolite ne peut pas réagir avec le glutathion. D'ailleurs, les tests in vitro montrent qu'il est à peu près 3 millions de fois moins réactif que la substance active. Et donc on a pu dire que le métabolite ne partageait pas le mécanisme d'action néphrotoxique de la substance parente, et donc ce métabolite n'était pas cancérigène et continuait la liste de la procédure pour finalement aboutir en avril 2024 à une conclusion de métabolite non pertinent. Donc vous voyez là, c'est un retard qui a été pris parce qu'il fallait aller jusqu'à l'analyse de la cancérogénèse ou non du métabolite. Ah, donc c'est des fois très très compliqué. Alors pour terminer, pour juste donner une petite perspective, c'est bien embêtant que tout ça est évolutif dans le temps. Je comprends que pour les traiteurs d'eau, ça peut être compliqué à gérer. Pour la DGS aussi. Pour nous aussi. Hein. Et ce qui peut être compliqué aussi, c'est une hétérogénéité entre les différentes positions dans de différents pays. Alors, il y a peut-être une voie de solution qui se profile, puisqu'il y a eu constitution par l'OMS d'un groupe de travail en mai 2024, donc c'est tout récent. Dans ce groupe de travail, il y a des experts de différents États membres, dont la France, des gens de l'ANSES, mais aussi dans l'Allemagne, donc les gens de l'UBA, donc qui vont pouvoir parler ensemble et comparer les différentes démarches. Et le but, c'est d'identifier la méthodologie qui est bien adaptée au contexte de l'eau et de proposer donc un arbre de décision. Donc on va déjà progresser là-dessus. J'espère qu'on progressera aussi sur les valeurs. Ça, c'est pas prévu, mais il faudrait peut-être dire à l'OMS de proposer des valeurs. Et normalement, le délai de publication, tout ça, est à l'horizon 2025, donc tout va bien. Voilà, je vous remercie de votre attention.